Alors, on va commencer par correction de l'exercice 5. Donc, le transformateur. Donc, c'est une application de la partie sur l'hystérésis. Donc, on voit ici sur le figure 1, donc petit a, le transformateur, donc avec les enroulements primaires et secondaires. Et vous avez la carcasse, c'est une carcasse torique. Ici, donc, elle est carrée ou rectangulaire. Donc, c'est une carcasse ferromagnétique torique. Alors que, bon, dans l'étude, on va considérer que la carcasse, elle est circulaire. Elle est plutôt torique circulaire. Donc, de rayon R0 et section S. Donc, avec le montage 2, donc, vous voyez le montage, donc vous avez le réseau qui alimente donc le transformateur, donc via un transformateur variable. Donc la bobine 1, elle est en série, donc elle est alimentée par une tension U1, elle est en série, pardon, avec une résistance R' plutôt que R0, qui est égale à 5 ohms, une petite résistance. Et le secondaire, donc la bobine secondaire, elle est en série avec une résistance beaucoup plus grande, 220 kΩ, et un condensateur de 1 microfarad. Le primaire, il possède donc 1000 spires, et le secondaire 250 spires. La longueur de la carcasse 40 cm, la section 25 cm². Dans la première question, on demande donc la relation entre le tension U1, U2, H, l'excitation H, et le champ magnétique B. En supposant que l'intensité du courant I2 qui traverse le secondaire est très faible devant le courant I1. Bien entendu, on voit bien ici que vous avez une très grande résistance, donc en série avec la bobine 2, ce qui vous donne un courant très faible ici, par rapport au courant I1. Ensuite, déduire le champ rémanent, l'aimantation à saturation et le champ coercitif du matériau. Et troisième question, donc si le transformateur est alimenté sous 220 volts, 50 Hz, estimez les pertes par hystérésis. Donc c'est une application de courant. Donc vous avez la courbe d'hystérésis en bas, figure 3. Donc avec les cycles, le cycle pour 220 volts. Donc c'est le deuxième cycle à l'intérieur. Donc on va essayer de répondre à ces questions. Pour la première question, bien entendu, ici, vous avez l'application du théorème d'Ampère nécessaire. Ainsi que la loi de Faraday.
Bon, pratiquement personne, là. Bon, on va essayer de voir donc comment on va répondre à ces questions. Donc, je reprends ici. Donc, il s'agit d'étudier le comportement des transformateurs avec une carcasse en matériaux ferromagnétiques de forme géométrique torique circulaire de rayon moyen R0 de section S. Donc, vous avez d'un côté une spire dans le primaire et de l'autre côté N2 spires pour le secondaire. Donc, on relève différents cycles d'hystérésis. Donc, vous avez ici 1000 spires pour le primaire et 250 spires pour le secondaire. La longueur moyenne de la carcasse, 40 cm. La section, 25 cm². Donc, pour trouver la relation entre la tension U1, la tension U2, l'excitation H et le champ magnétique, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça, c'est le circuit en entier. Donc, comme vous voyez ici, vous avez U1 au borne de R', qui est égal à 5 ohms. Et vous avez U2 ici. Au borne du condensateur. Donc, R' est traversé par le courant I1. Donc, on le voit ici. Donc, vous avez le courant I1 qui traverse N1 spire et le courant I2 de l'autre côté. Donc, pour trouver la relation entre U1, U2, H et B, bien entendu, l'hypothèse ici, c'est que la résistance R2 traversée par le courant I2 est très grande. Donc, on va négliger l'intensité de courant I2 devant I1 et on applique le théorème d'Ampère. Donc, le théorème d'Ampère ici, la circulation de H à travers un contour fermé est égale à I en laissé libre.
donc la somme des courants libres. Alors, bien entendu, bon, il faut étudier la symétrie de la distribution de courant. Donc ici, bien entendu, ça vous donne ici la symétrie, vous donne une excitation H qui dépend de R et du T et qui est suivant Eθ. Donc ce qui permet de donner ici la relation. Donc vous avez H suivant Eθ, dl aussi, il est suivant Eθ. Donc le produit scalaire ici, ça vous donne H dl. Et H ne dépend que de R. Donc si on choisit un contour circulaire de rayon moyen R0, on va avoir H fois la longueur du contour. Donc H fois la longueur du contour petit l, par exemple, H fois L, est égal au courant enlacé. Donc on voit bien ici que le contour ici, éventuellement en pointillé, il va enlacer la bobine ici d'intensité I1. Donc vous avez une spire constituée par une spire. De l'autre côté, vous avez N2 spires qui enlace, donc qui est multiplié par I2. Mais I2 est négligeable devant I1. Donc on néglige le terme N2, I2. Donc ce qui donne directement H fois L est égal à N1, I1. Alors comme U1 est égal à R', I1, donc on obtient l'expression de H en fonction de U1. Donc H est égal à N1 U1 sur LR'. Donc si on fait l'application numérique ici, donc vous avez N1 sur LR', donc calculé avec les données numériques. Donc on va trouver à peu près 500 U1. Donc U1 en volts, H en ampères par mètre. Maintenant, d'un autre côté, on exprime la relation entre le flux de B, phi, et la force électromotrice d'induction pour le secondaire. Donc on a la force électromotrice, E, est égale à moins dφ sur dt. Comme il y a N2 en roulement, donc cette force électromotrice est égale à moins N2 dφ sur dt. Donc on l'exprime en fonction du champ magnétique. E2 est égal à moins N2 dφ sur dt, ou bien, puisque la section est égale à S, moins N2S dB sur dt.
Alors, si on calcule la constante de temps, donc la constante de temps, c'est égal à RC. Elle vaut 0,22 secondes. Donc, c'est une grande valeur devant la période du signal. Donc, si je prends un signal du secteur qui a une fréquence de 50 Hz, la période, donc l'inverse de la fréquence, ce serait de 20 millisecondes. Donc, comme vous voyez ici, vous avez une constante taux qui est supérieure à la période. Par conséquent, donc, le circuit, il intègre la tension de sortie du transformateur. Donc, si on exprime la tension U2, donc il va intégrer la tension de sortie du transformateur. Donc, on a U2 est égal à 1 sur RC, l'intégrale de E2 dt avec le cinéma. Alors, si on remplace E2 par son expression trouvée précédemment, moins Sn2 dB sur dt, on obtient directement donc Sn2 sur Rc fois le champ magnétique B. Alors, si on fait l'application numérique, on trouve B est égal à 0,35 U2. Deuxième question, déduire le champ rémanent, l'aimantation en saturation et le champ coercitif du matériau. Donc, je reporte ici le cycle d'hystérésis. Alors, le champ rémanent est obtenu pour H est égal à 0. Donc, H égale à 0, c'est-à-dire que U1 est égal à 0. Et ça nous donne ici l'intersection avec l'axe U1 est égal à 0. Ça donne U2 est égal à 1,7 volts. Donc, d'après la relation précédente, on obtient le champ rémanent, B rémanent, égale à 0,6 Tesla. Donc, vous avez, bien entendu, B est égal à 0,35 U2. Alors, pour l'excitation, le champ coercitif, ou bien l'excitation coercitive, est obtenu pour B est égal à 0. Donc, si B est égal à 0, l'intersection ici, c'est-à-dire U2 est égal à 0, donc ça vous donne U1 est égal à 0,12 volts. D'où le H, donc, est égal à 60 ampères par mètre. Donc, bien entendu, vous avez une relation entre H et U1. On a vu la première question. Donc, H est égal à 500 U1. Alors, pour le champ magnétique à saturation, il est obtenu lorsque U2
est constant, c'est-à-dire 3,8 volts. Donc, si on fait ici le calcul, donc on obtient le champ de saturation 0,35 U2 est égal à 1,33 Tesla. Alors, l'aimantation correspondante, donc l'aimantation, c'est déduit de la relation entre B et M. Donc, vous avez B est égal à mesure M. Donc, si on fait le calcul, on divise par mu0 le B de saturation, 1,33 Tesla, divisé par mu0. Donc, ça donne 1,06 10 puissance 6 ampères par mètre. Pour l'autre valeur, bien entendu, si je prends U2 égale à 2,8 volts, on obtient B2 max est égal à 0,98 Tesla. Donc vous avez l'autre palier. Et ça donne une aimantation qui est égale à 0,78 10 puissance 6 ampères par mètre. Mais dans ce cas, le champ B ne correspond pas au champ à saturation. Donc vous obtenez ici, dans ce cas-là, l'aimantation M2 maximale différente de l'aimantation à saturation. Donc si vous prenez ici une valeur inférieure, vous n'obtenez pas la saturation. Donc finalement, l'aimantation de saturation est obtenue pour le champ de saturation à 1,33, c'est-à-dire pour U2 est égal à 3,8 volts. Donc si vous prenez U2 est égal à 2,8 volts, vous obtenez une aimantation maximale inférieure à l'aimantation de saturation. Pour la dernière question, donc on va estimer les pertes par hystérésis. Dans ce cas, le transformateur est utilisé sous 220 volts avec une fréquence de 50 Hz. Alors, si on alimente donc le primaire avec une tension de 220 volts efficace, la valeur maximale du champ magnétique qui correspond à la tension U2 est égale à 2,8 volts, c'est-à-dire pour une valeur de champ maximal 0,98 Tesla. Donc, pour obtenir l'énergie dissipée par unité de volume
sur une période. On multiplie donc l'aire du cycle d'hystérésis par la fréquence. Donc, on obtient une puissance moyenne en volume qui est égale à la fréquence fois l'intégrale simple sur le cycle de h dB. Donc, si on calcule l'aire du cycle, donc il est à peu près égal à 4 Bmax fois Hc, donc H coercitif, ce qui donne à peu près 235 joules par mètre cube. D'où la valeur de la puissance volumique moyenne égale à 11,8 kW par mètre cube. Alors, la puissance dissipée dans le transformateur, donc on multiplie par le volume, donc la longueur fois la section, et on va trouver 11,8 watts. Donc avec les données numériques fournies dans l'énoncé. Voilà, donc on a terminé avec cet exercice. Alors je vais reprendre la partie du cours de tout à l'heure. Donc on est arrivé donc à la permittivité électrique d'indice complexe. Donc on a obtenu donc l'expression de l'indice complexe en fonction de la permittivité diélectrique relative. Donc l'indice est égal à racine carrée de la permittivité diélectrique pour les milieux non aimantés, optiques en général. Alors, si on se place dans le domaine visible, la pulsation est comprise entre 2 10 puissance 15 et 4 10 puissance 15 radians par seconde. Donc, la pulsation dans ce domaine, elle est très inférieure à la pulsation propre, qui est de l'ordre de 10 puissance 16 radians par seconde. Donc, dans le domaine UV. Ce qui permet de simplifier l'expression pour la permittivité relative. Donc, la permittivité relative trouvée tout à l'heure est égale à 1 plus NE carré sur M epsilon 0 fois 1 sur oméga 0 carré moins oméga carré moins 2i oméga bêta. En mettant oméga 0 en facteur au dénominateur, donc on obtient 1 plus n e carré sur m epsilon 0 oméga 0 carré fois, donc le terme au dénominateur 1 moins oméga carré oméga 0 sur oméga 0 carré moins 2i oméga bêta sur oméga 0 carré. Donc on voit bien ici que vous avez un terme second ordre
en oméga sur oméga 0 au carré, donc qui est très inférieur à 1, et un terme du premier ordre, oméga sur oméga bêta, plutôt sur oméga 0 carré. Donc, même ce terme-là, il serait aussi du second ordre. Alors, vous avez oméga de l'ordre de 10 puissance 15, bêta de l'ordre de 10 puissance 8, donc ça vous donne 10 puissance 23, divisé par oméga 0 carré, 10 puissance 32. Donc, c'est toujours très inférieur à 1. Donc, ce qui permet de simplifier ici l'expression de la permittivité diélectrique relative, 1 plus n e carré sur m epsilon 0 oméga 0 carré. Alors, dans ce cas, donc, dans le domaine visible, le champ électrique E et la polarisation P sont en phase, puisque la permittivité diélectrique est réelle. Donc ici, ça va donner une relation proportionnelle, réelle, entre le champ électrique et la polarisation P. Donc E et P, ils sont en phase. Alors pour le cas de l'eau, par exemple, la permittivité relative, c'est 80. Maintenant, si on a oméga carré moins oméga 0 carré très supérieur à bêta oméga, on obtient là aussi une permittivité diélectrique réelle. Donc en simplifiant par le terme 2i oméga bêta sur oméga 0 carré devant 1, donc on va obtenir donc cette expression pour la permittivité diélectrique. Alors la différence ici avec le premier cas, c'est que c'est une permittivité qui n'est pas constante. Elle n'est pas statique, elle dépend de oméga, mais elle est réelle. Donc le champ électrique et la polarisation P sont en phase, mais c'est une susceptibilité qui varie avec la position oméga. Donc le terme n carré sur m epsilon 0, 1 sur oméga 0 carré moins oméga carré. Maintenant, si la pulsation est très supérieure à la pulsation propre, oméga 0, oméga supérieur à oméga 0, bien entendu, bon, les termes ils vont tendre vers 0. Oméga 0 donc le terme dénominateur il va tendre vers l'infini. Pour le deuxième terme, bien entendu, ce qui fait que la permittivité elle tend vers 1. Alors dans ce cas, on dit que la dispersion est normale. Donc le milieu est transparent. Donc si vous avez une permittivité diélectrique relative réelle, donc vous avez ce qu'on appelle la dispersion normale et le milieu est transparent. Alors l'indice N, il est réel, supérieur ou égal à 1. Maintenant, si on regarde le cas de la pulsation égale à la pulsation propre. C'est le cas de la résonance ici.
Donc, si on exprime la permittivité relative sous forme complexe, epsilon r est égal à epsilon prime r plus i epsilon seconde r, et serait égal, dans ce cas, après avoir éliminé les autres termes, qui s'annulent, bien entendu, oméga carré moins oméga 0 carré est égal à 0. Donc, il va rester 1 plus n e carré sur m epsilon 0, i sur 2 oméga 0 bêta. Dans ce cas, on obtient un terme réel qui est égal à 1 et un terme imaginaire, n carré sur m epsilon 0 sur 2 oméga 0 bêta. Alors, la partie imaginaire ici, et les maxima, on obtient le phénomène d'absorption. Donc, l'absorption de l'onde par le milieu. Alors, la conséquence ici, c'est que la relation entre le champ électrique et la polarisation n'est plus linéaire. Ça veut dire que la polarisation ne suit plus instantanément les variations du champ électrique. Il y a alors un déphasage entre le champ électrique et la polarisation. Donc, ce terme de déphasage, donc, il serait égal normalement au rapport entre la partie imaginaire de la susceptibilité, xi seconde, sur sa partie réelle, xi prime. Alors, si je prends un champ sinusoïdal de pulsation oméga, on peut exprimer le champ E est égal à E0 cosinus oméga t, alors que la polarisation, on peut l'exprimer sous la forme P est égal à epsilon 0 xi fois E0 cosinus oméga t moins phi. Donc ici, on a un déphasage éventuel qui est égal à phi. Alors cependant, bon, il est possible de retrouver une relation linéaire entre le champ électrique et la polarisation, à condition d'exprimer les champs en notation complexe. Donc pour cela, on peut définir une susceptibilité électrique complexe. Donc on exprime le champ électrique E est égal à E0 exponentielle moins I oméga t, P égale à epsilon 0 xi E0 exponentielle moins I oméga t moins phi. Alors moins t, moins phi ou bien plus phi, c'est pareil. La notation complexe, elle permet d'établir, de point de vue purement mathématique, une relation linéaire entre la polarisation complexe et le champ électrique complexe. Donc, vous avez éventuellement la relation P est égal à epsilon 0 xi complexe fois E. C'est une relation qui reste valable que en notation complexe. Alors, cette susceptibilité complexe, on peut l'exprimer ainsi. X complexe, qui est une fonction de la pulsation oméga, est égal à x' de oméga plus i x seconde de oméga. X' c'est xe cosinus phi, x seconde c'est xe sinus phi. Donc xe ici c'est électrique.
susceptibilité électrique. Donc, vous voyez bien ici que le déphasage phi est égal, donc, tangente phi est égal au rapport x secondes sur x'. Donc, ou bien avec le chinois si on prend l'autre notation. Donc, cette susceptibilité du matériau, elle est égale à la permittivité relative moins 1. Donc, on peut l'exprimer x' plus i x secondes. Ce qui permet d'exprimer la susceptibilité complexe, epsilon r moins 1, qui est égal à n e carré sur m epsilon 0, multiplié par 1 sur oméga 0 carré moins oméga carré, moins 2i oméga bêta. Donc, vous avez ici une partie réelle, une partie complexe. Alors, si on pose oméga p carré est égal à n e carré sur m epsilon 0, on l'appelle la pulsation plasma. On obtient ainsi l'expression de la susceptibilité du matériau. Donc, x égale à x' plus i x secondes, elle est égale à oméga p carré. Donc, si on multiplie par le conjugué du dénominateur, oméga 0 carré moins oméga carré plus 2i oméga bêta au numérateur, et au dénominateur, donc on obtient oméga 0 carré moins oméga carré au carré plus 4 oméga carré bêta carré. Donc vous avez la relation remarquable a moins b, facteur de a plus b est égal à a carré moins b carré. Donc on l'applique ici en tenant compte du fait que i carré est égal à moins 1. Donc on obtient la partie réelle de cette susceptibilité qui est égale à oméga p carré multiplié par oméga 0 carré moins oméga carré divisé par le dénominateur oméga 0 carré moins oméga carré au carré plus 4 oméga carré bêta carré. Et pour la partie imaginaire, oméga p carré 2 oméga bêta sur oméga 0 carré moins oméga carré au carré plus 4 oméga carré bêta carré. Alors on peut ainsi tracer les courbes de la partie imaginaire de la partie réelle de cette susceptibilité. Éventuellement en faisant les calculs de dérivée première et seconde éventuellement. Donc l'étude de signe de la dérivée, et on obtient ces courbes-là. Donc vous avez une courbe qui correspond x' de oméga, ici, avec 2 zéros. Donc vous avez deux tangentes horizontales. Donc elle va être, la fonction est croissante au début, jusqu'à une valeur max, qui situe à une pulsation inférieure à oméga 0. Ensuite, elle décroît jusqu'à une deuxième pulsation oméga 2, supérieure à oméga 0. Et ensuite, elle redevient croissante jusqu'à l'infini. Pour la
partie imaginaire, x secondes. On voit bien que lorsque oméga tend vers 0, la courbe tend vers 0. Lorsque oméga tend vers l'infini, là aussi, la courbe tend vers 0, puisque vous avez oméga sur oméga carré, ou bien oméga 4. Elle possède un 0, donc une seule valeur qui annule la dérivée. Elle est située en oméga est égal à oméga 0. Bien entendu, bon, il faut développer le calcul ici pour retrouver cette forme de courbe. Donc, il faut calculer les dérivées premières, chercher les zéros, éventuellement. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que lorsque la pulsation de l'onde est égale à la pulsation propre des particules, des électrons du milieu, il y a un phénomène de résonance. Et ce phénomène de résonance, il se traduit par le phénomène d'absorption de l'onde électromagnétique. Alors, on dit que dans ce cas-là, nous avons une dispersion anormale. En dehors de la pulsation propre, vous avez éventuellement une permittivité relative réelle, donc la dispersion est normale dans ce cas. Donc il n'y a pas d'absorption. Alors, dans ce tableau, nous avons les permittivités relatives et les indices de réfraction pour différents milieux, avec aussi les masses volumiques. Donc, vous avez des molécules ici, pour l'hexane par exemple, c'est 6H14. La permittivité relative, c'est 1,89. Donc, ce qui correspond à l'indice au carré. Hein. Pour l'heptane C7H16, donc vous avez 1,92 pour la permittivité relative. La même chose pour le benzène, donc mais avec une permittivité relative de 2,28. Le tétrachlorure de carbone CCl4, permittivité relative de 24. Pour l'eau, donc, la permittivité relative statique, elle est de 80,4, alors que l'indice complexe au carré, c'est 1,77. Enfin, l'indice au carré, 1,77. Donc, on voit que dans ce cas, il n'y a pas égalité, hein, puisque vous avez une partie statique, une partie donc réelle, une partie imaginaire. Pour le méthanol, là aussi, donc, vous avez une permittivité relative 33,6, un indice de réfraction au carré 1,79. Et pour le chloroforme CHCl3, la permittivité relative 4,81 et l'indice au carré 2,07. Donc, vous avez le phénomène de polarisation ici pour l'eau, pour le méthanol et pour le chloroforme, avec les
moment en débaille. 1,85 pour l'eau, 1,70 pour le méthanol et 1 débaille pour le chloroforme. On passe maintenant à la puissance cédée par l'onde électromagnétique porteur de charge. Donc la puissance est cédée par l'onde à la matière. Donc si on exprime la puissance volumique, elle est égale à la densité de courant de polarisation multipliée par le champ électrique. Avec la densité de courant de polarisation qui est égale à dp sur dt, la dérivée de la polarisation par rapport au temps. Alors, c'est la puissance que le champ électrique ou bien électromagnétique fournit à la matière pour changer sa polarisation. Alors, ce changement de polarisation de la matière, il s'accompagne de courants macroscopiques, de courants électriques macroscopiques, qui sont produits par les forces de Lorentz. Donc, les forces de Lorentz, dans ce cas, ils produisent du travail. Alors, si on exprime la valeur moyenne dans le temps de la puissance volumique, on a donc la relation entre la polarisation et le champ électrique. P est égal à epsilon 0 xi fois E. Et E est égal à 0 exponentielle moins I, oméga t moins K scalaire R. Alors, le nombre d'ondes de K est égal à oméga sur V, dans les milieux, bien entendu, c'est-à-dire en fonction de l'indice N, N oméga sur C. On exprime N en notation complexe, donc il serait égal à N' plus I N seconde oméga sur C. Puisque N est égal à racine carrée de epsilon R, donc le nombre d'ondes de K est égal à racine carrée de epsilon R oméga sur C. Epsilon R puissance 1/2 oméga sur C. Donc, vitesse de l'onde dans le milieu, c'est égal à V, alors que dans le vide, on l'exprime par la célérité C, c'est-à-dire 3 × 10⁻8 mètres par seconde. Alors, si nous avons une onde qui se propage suivant l'axe Z, donc ce nombre d'ondes K est égal à K UZ. Alors, on exprime le champ électrique E par E0 exponentielle moins K seconde de Z, exponentielle moins I, oméga t moins K' Z. En réalité, ici, bien entendu, on a développé le terme de phase, oméga t moins K scalaire R, avec K est égal à K UZ, et K, il a une partie réelle, une partie complexe, K' plus I K seconde. Donc si on développe ici, vous avez le I K seconde de Z multiplié par I, ça vous donne moins K seconde Z. Donc vous avez un terme ici qui va sortir du terme imaginé. Donc il va devenir réel, exponentiel moins K seconde Z.
Donc, on a K' ici, c'est égal à N' oméga sur C. K seconde est égal à N seconde oméga sur C. Alors, ce terme K seconde, on peut l'exprimer aussi en fonction de la partie imaginaire de la permittivité relative, epsilon seconde R oméga sur 2C. Donc, avec cette expression du champ électrique, E est égal à E0 exponentielle moins K seconde Z, exponentielle moins I oméga T moins K prime Z, on obtient donc la puissance. Donc, vous avez J scalaire E. Donc, le J ici, c'est le J de polarisation, c'est le courant de polarisation, dP sur dt, fois E. Alors, comme on est en notation complexe, on multiplie par le conjugué de E. Donc, on obtient ici, en remplaçant P par epsilon 0 xi fois E, epsilon 0 xi dE sur dt fois E conjugué. Noté ici par E étoile. Donc, le conjugué ici, E étoile, c'est égal à E0 exponentielle moins K seconde Z, exponentielle plus I oméga T moins K prime Z. Et on prend K seconde est égal à epsilon R seconde oméga sur DC. Avec la dérivée de E par rapport au temps qui est égal à moins I oméga E, on déduit ici que l'absorption est importante au voisinage de la résonance. Donc, cette puissance, donc la puissance moyenne, on l'exprime ici avec la notation complexe, 1/2 partie réelle de dP sur dt, scalaire E étoile, qui est égal à 1/2 epsilon 0 oméga xi seconde de oméga 0 pour la pulsation donc propre, multiplié par E0 carré exponentielle moins 2K seconde Z. Qui serait égal donc à 1/2 de epsilon 0, epsilon R seconde, oméga E0 carré. Donc j'ai oublié ici de vous mettre l'expression de la susceptibilité xi. Puisque pour oméga est égal à oméga 0, bien entendu, vous allez avoir xi seconde de oméga 0, il est égal à donc 2 oméga p au carré. Donc comme vous avez une simplification par oméga 0,
et par le bêta, et par le 2 aussi. Donc, vous avez 2 oméga bêta qui se simplifient. Donc, il vous reste sur le dénominateur 2 oméga 0 bêta. Et au numérateur, oméga p carré. Alors, la polarisation d'orientation, je ne sais pas si on va le faire. On ne va pas la faire aujourd'hui, donc on va laisser, bon, peut-être, on va la laisser cette année. Bon, peut-être on va y revenir un peu plus tard, je ne sais pas, mais on ne va pas la voir aujourd'hui, de toute façon. Alors, il reste un peu de temps, on va essayer de regarder le premier exercice de la série 4. Alors, le premier exercice de la série 4. Alors, dans ce premier exercice, donc, ça se rapporte sur les équations de Maxwell dans les milieux matériels. Alors, je vais essayer de voir l'énoncé, ce qu'il est. Exercice 4, TD4. Voilà, toujours pas l'énoncé, le l'envoie. Voilà, TD4. On va le mettre. Ben. Donc, le premier exercice, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, sur les équations de Maxwell, rappelez les 4 équations de Maxwell portant sur le champ électrique et sur les densités de charge de courant, ρ et J, dans un milieu matériel. Ensuite, écrire les expressions de densité de charge de courant équivalentes au vecteur polarisation et aimantation. Déduire les 4 équations de Maxwell pour un milieu matériel en fonction des vecteurs B, H, E et D et des densités de charge de courant libre. Et la dernière question, dénombrer les inconnus et les équations. Pour résoudre les équations de Maxwell, obtenir des champs. Donc, il est nécessaire de modéliser les propriétés du milieu au moyen d'équations supplémentaires appelées relations constitutives. Rappelez ces relations pour un milieu LHI, linéaire homogène isotrope,
caractérisé par une perméabilité absolue mu, une permittivité epsilon et une conductivité sigma. Bon, donc ça c'est le premier exercice. On va essayer de voir donc rappelez les 4 équations de Maxwell portant sur le champ électrique ou magnétique, sur la densité de charge et de courant au ρj dans un milieu matériel. Donc, les 4 équations de Maxwell qu'il faut retenir. Divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Divergence de B est égale à 0. Rotationnel de E est égal à moins dB sur dt. Et rotationnel de B est égal à mu0, facteur de J plus epsilon 0, dE sur dt. Donc, ces 4 relations de Maxwell, il faut les connaître. Donc, vous avez la première qui découle du théorème de Maxwell, du théorème de Gauss. La deuxième, conservation de flux. La troisième, c'est les lois de Faraday. Et la quatrième, c'est le théorème d'Ampère. Donc, ce sont 4 équations classiques à connaître. Bien entendu, ici, dans les densités de charge ρ, vous avez toutes les charges libres et liées. Et pour la quatrième équation, dans la densité de courant, vous avez tous les courants libres et liés aussi. Dans la deuxième question, écrire les équations, des expressions de densité de charge et de courant équivalentes aux vecteurs polarisation et aimantation. Bien sûr, ça c'est un rappel donc, sur les résultats du cours. Donc, si on se place dans un milieu matériel quelconque, on peut décomposer les densités volumiques de charge et de courant comme suit. Donc, vous avez la densité de charge ρ est égale à la densité de charge libre plus la densité de charge de polarisation. Or, la densité de charge de polarisation est égale à moins divergence de P. Pour la densité de courant, vous trouvez donc la densité de courant libre, J libre, plus la densité de courant d'aimantation, J1, plus la densité de courant de polarisation éventuelle, J polarisation. Pour la densité de courant d'aimantation, c'est rotationnel de M. Pour la densité de courant de polarisation, c'est dP sur dt. Donc, vous avez la densité volumique de charge de polarisation moins divergence de P et la densité de courant de polarisation dP sur dt et la densité de courant d'aimantation rotationnelle de M. Si on passe à la troisième question, on déduit les 4 équations de Maxwell pour un milieu matériel en fonction des vecteurs B, H, E et D et des densités de charge et de courant libre. Donc, si on exprime Maxwell-Gauss, divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0, c'est-à-dire ρ libre plus ρ de polarisation sur epsilon 0. Donc, si on remplace ici divergence de E est égale à ρ libre moins divergence de P sur epsilon 0. Donc, si on met la polarisation P avec le champ électrique, on obtient divergence de epsilon 0. E plus P est égal à ρ libre. C'est-à-dire divergence de D est égale à ρ libre. Ensuite, Maxwell-Flux, divergence de B est égale à 0. Maxwell-Faraday, rotationnel de E est égal à moins dB sur dt. Maxwell-Ampère, rotationnel de B est égal à mu0 J plus epsilon 0 dU sur dt, avec J égale à J libre plus J de polarisation plus J d'aimantation. Donc là aussi, on va mettre l'aimantation, puisque J d'aimantation est égal à rotationnel de M,
On va le mettre avec le champ magnétique, donc en divisant par mu0. Donc vous obtenez rotation de B sur mu0 moins M est égal à J libre plus J de polarisation plus epsilon 0 d sur dt. Donc on remplace J de polarisation par dp sur dt et on le met avec le champ électrique. Donc on obtient J libre plus d sur dt, epsilon 0 E plus P. Donc on retrouve ici rotationnel de H égale à J libre plus la dérivée par rapport au temps de déplacement électrique D. Alors pour la dernière question, dénombrer les inconnues des équations pour résoudre ces équations de Maxwell. Donc rappelez les relations pour un milieu LHI caractérisé par une perméabilité absolue mu, une permittivité relative epsilon, donc à la place de E ici c'est epsilon, et une conductivité sigma. Donc à la place de S il y a sigma. Ici, donc j'ai oublié de mettre on va le corriger rapidement puisque on a pratiquement terminé avec cet exercice. On va terminer la séance. Donc on le... Voilà, ça suffit. Alors, si on considère donc, dans le cas général, alors les équations de Maxwell, il y a éventuellement D, H, E et B. Donc, suivant les axes X, Y, Z, on va obtenir donc 3 fois 4 fois 3, 12 inconnus, suivant les axes. Donc, suivant X, Y et Z, donc vous obtenez 12 composantes inconnues à déterminer. Alors, on peut obtenir 8 équations. Donc, les 8 équations ici, Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère. Donc, chacune elle peut fournir 3 équations. Donc, ça fait 6. Plus Maxwell-Flux et Maxwell-Gauss. Donc, ça fait 8 équations. Donc, ce qui veut dire que le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations. Donc, pour résoudre ce système d'équations, pour trouver toutes les inconnues, il est nécessaire de modéliser les propriétés du milieu avec des équations supplémentaires. Donc, ce qu'on appelle ici les relations constitutives. Donc, dans un milieu LHI, linéaire homogène isotrope, donc qui est caractérisé par une perméabilité mu, permittivité epsilon, conductivité sigma, on a donc ces relations constitutives. D est égal à epsilon E, B est égal à mi fois H et J libre est égal à sigma. Donc sigma ici c'est la conductivité électrique. Donc on ajoute 8 équations, nous avons 3 équations supplémentaires. Voilà, donc on va s'arrêter à cette correction d'exercice 1. Et donc, je ne sais pas, on va peut-être se voir après donc, les fêtes ou bien faire une autre séance pour voir la correction du reste des exercices.
Voilà, donc si vous n'avez pas de questions concernant le cours, concernant les exercices de TD qu'on vient de voir, donc on va arrêter la séance à ce niveau. شيء طيب بالنسبة للنسخة.